Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast 300% Sport. Pour cette fois-ci, une émission spéciale hommage. Donc cette fois-ci, ce n'est plus le foot, mais le cyclisme. Et donc, comme vous le savez peut-être, en ce 26 septembre dernier, le cycliste français Julien Alaphilippe a remporté son deuxième titre mondial consécutif, son deuxième maillot arc-en-ciel. Il est le premier tricolore à réaliser cet exploit. L'occasion de rendre un bel hommage à l'Auvergnat. En ma compagnie au micro, Joachim Crézé. Bonjour Clément. Joachim, avant de revenir sur ses grands titres de champion du monde, on va faire un petit focus sur sa biographie. Le début de sa carrière ou encore ses autres grandes performances. Oui Clément, à 29 ans, Julien possède déjà un palmarès très fourni, un palmarès de grands champions. Tout commence en 2015 où le natif de Saint-Amand-Montrond, un an après avoir signé son premier contrat professionnel avec le grand collectif belge de la Omega Pharma Quick-Step, se révèle aux yeux du monde du cyclisme lors des classiques ardennaises, course d'un jour en Belgique et aux Pays-Bas pour les punchers grimpeurs. Le Français termine second de la Flèche Wallonne avec son terrible mur de Huy et aussi de Liège-Bastogne-Liège, l'une des 5 courses d'un jour les plus prestigieuses du monde, un monument du cyclisme. En 2016, Julien confirme les attentes placées en lui et termine encore deuxième de la Flèche Wallonne, mais il remporte cette fois-ci le Tour de Californie. Son premier Tour de France est aussi une franche réussite où il est proche de remporter une étape. Il se distingue sinon par une seconde place au championnat d'Europe à Plumelec en Bretagne et une 4e place aux Jeux Olympiques de Rio. Julien Alaphilippe. Ce matin chez les bookmakers de Londres, c'est Valverde qui était favori. Pour l'instant, on a toujours Maximilian Schartmann. Ça serait l'énorme surprise. Avec une dizaine de secondes, il résiste, le coureur de l'équipe Quick-Step. De Marquis s'est écarté. Allez Rudy, il faut s'accrocher juste derrière Sergio Henao. Julien Alaphilippe en 3e position. Qui va déclencher le premier? Julien Alaphilippe qui a accéléré. Est en train d'attaquer. Non, c'est Jelle Van Endert qui accélère avec Julien Alaphilippe. Ouais, mais regardez, Alejandro Valverde est un petit peu plus loin. Alejandro Valverde qui semble en difficulté. Méfions-nous de Alejandro Valverde, le maître des lieux. Julien dans la roue maintenant. En général, il produit son accélération à 150 mètres. Là, on est à 250 mètres. Attention, attention. Timo Wellens qui a l'air en difficulté. Julien va essayer de dégainer maintenant. Alejandro Valverde est un petit peu plus loin. Toujours dans la roue de Jelle Van Endert. Valverde qui revient, qui est à 2 vélos de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui va accélérer maintenant. Valverde va partir avec un petit temps de retard. Mais Valverde est en train de faire son effort. Julien Alaphilippe, Valverde, le match attendu c'est maintenant. Et pour l'instant ça tourne. C'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Il indique Valverde. C'est fait. Julien Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne. Sa première grande classique. Bravo le loup. Il n'a même pas levé les bras, il a attaqué un peu plus loin de la ligne. En 2017, Julien s'affirme encore et toujours et voit enfin la chance tourner en son sens. En remportant un contre-la-montre de Paris-Nice, course française d'une semaine, une étape de la Vuelta, de 3 grands tours de 3 semaines du calendrier. Il termine aussi sur le podium des 2 monuments, 3e de Milan-San Remo, 2e du Tour de Lombardie. Au cours de la saison, le coureur de la Quick-Step connaît par contre sa première grande blessure. Vu qu'il fait assez froid et humide... chute de Julien Alaphilippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il reste au sol, Julien, il ne se relève pas. Oh, il est blessé, Julien Alaphilippe, il ne repartira pas. Son vélo n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le champion du monde? Il a dû regarder derrière lui. Il a touché la roue devant ou alors il s'est fait... C'est pas par une moto quand même? Trop bizarre. Je suis très inquiet pour Julien. Ah là, ça va changer la donne pour l'équipe de Koenig qui va être obligée évidemment de réagir. Ils sont sur nombre derrière. S'il ne remonte pas Julien, c'est qu'il y a quelque chose de cassé. Ah ouais. Il se tient le coude, Julien Alaphilippe. Il a vécu le coude. Catastrophe pour Julien Alaphilippe qui vient de perdre le Tour des Flandres, obligé de laisser partir ses 2 principaux adversaires, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Que s'est-il passé? En 2018, Julien a une revanche à prendre sur les courses auxquelles il n'a pas pu participer. Sur la Flèche Wallonne, il détrône enfin le maître jusque-là incontesté Alejandro Valverde. Sur le Tour de France, il remporte ses 2 premières étapes au Grand Bornand et à Bagnères de Luchon. Et au terme de 3 semaines de haute volée, Alaphilippe ramène même le maillot à pois de meilleur grimpeur à la maison.
En 2019, notre tricolore franchit encore un palier. Sur les courses italiennes, il affiche une forme extraordinaire. Premier sur le monument Milan-San Remo et sur la classique Strade Bianche, l'une des courses les plus éprouvantes du calendrier. Sur les courses ardennaises, Julien confirme ses bonnes jambes avec encore une première place sur la flèche wallonne. Allez, tout le monde Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Fuglsang qui essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet du pourcentage les plus durs de la Cima Gallisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. Quelques semaines plus tard, notre Français participe à son 3e Tour de France avec un seul objectif en tête, porter le maillot jaune. Dès la 3e étape, Julien est auteur d'un raid solitaire exceptionnel pour accrocher son rêve et remporter la victoire à Épernay. 2 jours plus tard, Alaphilippe le concède malheureusement à un adversaire italien au terme de la terrible ascension de la planche des belles filles. Mais à Saint-Étienne, le coureur de la Deceuninck Quick-Step va faire preuve de panache et reconquérir son gain du début du tour. Suite à une nouvelle attaque tranchante, étape après étape, Juju surprend encore et toujours, une victoire à Pau sur un contre-la-montre, une 2e place au col du Tourmalet, avec près de 2 minutes d'avance sur ses adversaires. Loulou fait rêver le peuple français et lui laisse entrevoir les prémices d'une victoire. Il avait dit ce qu'il ferait, il vient de faire ce qu'il avait dit. Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Du public de la Marne pour Julien Alaphilippe. Le numéro 1 mondial marque le territoire national. On n'avait plus vu un Français en jaune depuis 5 ans. Le Tour arrive en France et à Épernay, c'est lui qui rince. Champagne. C'est Giulio Ciccone pour aller chercher une victoire d'étape. Le maillot jaune d'Alaphilippe se joue là, avec Ciccone, le 2e. Alors que Julien Alaphilippe est parti et il a sorti tout le monde de sa roue, le maillot jaune. Ça va être juste pour le maillot jaune, ça va être trop juste. Derrière Geraint Thomas, c'est le tenant du titre qui a accéléré. Et il n'y a personne dans la roue de Geraint Thomas. Geraint Thomas va en terminer juste devant Julien Alaphilippe. Et il perd le maillot jaune, Julien Alaphilippe. Il va céder son maillot jaune pour une poignée de secondes. Et Thibaut Pinot le passe lui aussi sur la ligne, pas loin de Geraint Thomas. Les cadors du Tour se donnent rendez-vous. C'est un bruit de fou et là ça donne des frissons et puis là on sent vraiment pousser des ailes et c'est comme à l'Alpe d'Huez, c'est des sensations d'euphorie que t'oublies pas et cette sensation là que j'ai eu à la planche je vais pas l'oublier. 6 secondes. Julien Alaphilippe cède son maillot jaune à Giulio Ciccone pour 6 secondes. Pourquoi ils ont pas roulé alors? Les grosses équipes n'ont pas roulé, ses coéquipiers non plus, Julien était bien seul. Dylan Teuns, le vainqueur, au sol. Certainement pas autant que Romain Bardet. Il perd encore plus d'1 minute sur Thomas. Bardet déraille sur ce tour, jusqu'à planter des clous sur la ligne d'arrivée. Saut de chaîne. Sale journée. Maintenant ça en est risible parce que... C'est transcendé. Le petit roi soleil ne met pas les doigts dans ses rayons. Le jour du centenaire du maillot jaune, Loulou est transporté. Il roule juste au-dessus du bitume, c'est-à-dire à fleur de peau. Porté par la foule paloise, Julien Alaphilippe qui va aller chercher la victoire d'étape, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance d'Alaphilippe, 14 secondes d'avance. Je l'avais dit avant le départ que je voulais me surprendre. Et voilà, j'ai repoussé mes limites. À la fin, j'entendais même plus les informations de mon directeur sportif. Il y avait tellement de folie avec le public que voilà, j'ai juste tout donné jusqu'à la ligne comme d'hab. Et voilà, non, là, je réalise pas encore. Un maillot jaune français vainqueur d'un contre-la-montre individuel sur le Tour de France. Plus jamais vu depuis Laurent Fignon, 1984, 35 ans. Mais à partir de la 15e étape, Julien cède du terrain sur les meilleurs grimpeurs et à 2 jours de l'arrivée finale, il concède son maillot jaune au prodige colombien Egan Bernal. Le Français termine 5e au classement général et élu super combatif de l'édition 2019.
voit sa cote de popularité monter en flèche auprès des Français suite à cet exploit héroïque. Allez, maintenant on va passer au récit des 2 titres consécutifs du Français et on va commencer par celui de l'année 2020. Oui Clément, et c'est un dimanche 27 septembre 2020 que la 87e édition des championnats du monde s'achève avec la course en ligne Elite Homme. À cause de la pandémie de Covid, les mondiaux sont délocalisés de Aigle-Martigny en Suisse à Imola en Italie, le tout avec une arrivée sur un circuit automobile. De son côté, Julien peut entre guillemets se satisfaire de cette délocalisation avec un parcours convenant parfaitement à ses qualités. Et si c'était lui qui mettait fin à 23 ans de disette côté tricolore après le titre de Laurent Brochard à San Sebastian, surtout que sur les dernières éditions, des espoirs, Loulou en aura eu, mais ils auront été finalement déchus. La forme de Julien n'est pas forcément ascendante. Après une victoire pleine d'émotions d'entrée à Nice sur le Tour de France, le coureur de Deceuninck Quick-Step ne réédite pas son exploit de l'édition passée et ne remporte même pas de 2e étape par la suite. Alors que son plus redoutable adversaire, l'épouvantail de cette course, le Belge Wout van Aert, a affiché une forme étincelante sur la grande boucle. Équipier de luxe en montagne, sprinter vainqueur en plaine, rouleur impressionnant contre la montre, le Flamand possède toutes les qualités pour enfiler la tunique arc-en-ciel. Avec un fort collectif, les Belges ont un plan précis, emmener Wout van Aert le plus loin possible et surtout au sprint, au vu de sa superbe pointe de vitesse. Mais les rivales du plat pays sont prêts à tout pour décanter la situation avant un possible sprint et à 70 km de l'arrivée. Tiens, c'est l'équipe de France qui allume la première mèche. 2 équipiers d'Alaphilippe, Quentin Paché et Nance Peters, vainqueurs récents d'une étape du Tour de France, se mettent au charbon et accélèrent le rythme. En parlant de grande boucle, on ne peut pas négliger la présence de la jeune superstar slovène Tadej Pogačar, le nouveau lauréat de l'édition 2020, et à 42 km de l'arrivée, à 2 tours de la ligne, le Triglav sort déjà de sa boîte. Il va compter des dizaines de secondes d'avance, mais se fera quand même rattraper à 21 km de la ligne, suite à une attaque assez énigmatique du néerlandais Tom Dumoulin. La tension monte, la dernière bosse finale approche, la Cima Galesterna et ses pentes à 14%. À l'approche de cette côte décisive, certains coureurs malins tentent d'anticiper et parmi eux, il y a Julien Alaphilippe qui s'est immiscé dans un petit groupe et pas Wout van Aert. Mais puis c'est au tour de l'équipier de luxe de l'Auvergnat, Guillaume Martin, de prendre quelques mètres d'avance. La situation va vite se rétablir, mais c'est un nouveau coup de pression de la part de l'équipe de France. Ça y est, nous sommes dans la montée finale et les Belges continuent leur boulot monstre. Et même un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet, y va de sa petite attaque. Mais le premier grand favori à prendre ses responsabilités est le super combatif suisse du dernier Tour de France, vainqueur de 2 étapes, Marc Hirschi. C'est lui qui fait la première sélection. Seul Van Aert, Alaphilippe, le Slovène Roglic, 2e du dernier Tour de France, celui de 2020, le Polonais Kwiatkowski, le Danois Fuglsang, l'Italien Nibali, vainqueur de multiples grands tours, et l'Allemand Scharmann arrivent à suivre. Mais ces 2 derniers vont lâcher sous l'impulsion de Kwiatkowski. Ils ne sont plus que 6. Alaphilippe semble lui très à l'aise, collé dans la roue de son ancien coéquipier, et sous l'arche du sponsor MagPI, le Français porte son accélération. Allez, tout le monde. Allez, Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Fuglsang qui essaie d'y aller. Jakob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet des pourcentages les plus durs de la Cima Galisterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. Le meilleur puncher du monde fait la différence et cloue sur place tous ces grands champions du moment. Il lui reste comme en 2017 une dizaine de kilomètres de souffrance. Derrière, ce n'est plus un peloton d'affamés mais 5 coureurs calculant leur coup de pédale à cause de Wout van Aert bien sûr et sa pointe de vitesse. Le Flamand sera à la fois sa chance et sa dernière menace. Il attaque à plusieurs reprises pour boucher le trou tout seul. Mais ces quelques kilomètres de descente avantage Loulou qui entre dans le circuit automobile d'Imola. Il compte une dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivants avec Wout van Aert en tête de file, toujours aussi offensif. Mais le Slovène Roglic et le Danois Fuglsang ne roulent plus. Vaincu au sprint d'avance, Julien Alaphilippe va conquérir le Graal de tout cycliste, devenir champion du monde.
Joe décédé au mois de juin. C'est pour toi Julien, c'est pour toi Julien. Allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire. Champion du monde Julien Alaphilippe, champion du monde dans quelques instants. Oui, le poids serré, le poids levé. Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois. Les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe. Il est à toi l'arc-en-ciel Julien, il est à toi l'arc-en-ciel Julien, il est pour toi, il n'est rien que pour toi. Julien Alaphilippe, 9e français champion du monde de l'histoire. « 23 ans après Laurent Brochard, un Français va enfin porter la tunique arc-en-ciel. C'est le 9e titre masculin de nos nations dans l'histoire des mondiaux sur cette course en ligne. » Que d'émotions pour Julien Alaphilippe. On va maintenant passer à son 2e titre de champion du monde. Oui Clément, presque un an jour pour jour après le premier sac du Français, le maillot arc-en-ciel fête ses 100 ans. L'occasion pour l'Union cycliste internationale de marquer le coup en organisant ses championnats au pays du vélo, la Belgique, dans les Flandres qui plus est. Le parcours est très vallonné, entre côtes et monts pavés de courte longueur, au nombre de 42 en cumulé, avantageant donc les punchers sprinters. Julien Alaphilippe est donc encore moins favori que la saison passée, alors que Wout van Aert est encore, lui, le favori des bookmakers. Autour du coureur de la Jumbo-Visma, l'équipe belge déploie un collectif de qualité avec notamment la nouvelle superstar Remco Evenepoel ce dimanche 26 septembre et la fête du cyclisme. L'ambiance est du quasiment jamais vu avec tous ces chants et drapeaux des fans du vélo. Et les coureurs vont se mettre à la hauteur de leurs supporters. Dès le 70e kilomètre, alors que 8 échappés sont à l'avant, les grandes nations se découvrent déjà, encore une fois à l'initiative de l'équipe de France. À l'entame d'une nouvelle bosse, le Normand Benoît Cosnefroy attaque à la demande de Julien Alaphilippe. Le Belge Remco Evenepoel saute de sa roue, puis 15 coureurs s'intercalent finalement dans le groupe des poursuivants. Seule grande nation piégée, l'Italie, mais qui, au prix d'un grand effort, va ramener le peloton sur les poursuivants, mais aussi sur les échappés matinaux. Tous les compteurs sont remis à zéro à la mi-course. La Belgique reprend les commandes avant que leur équipier de luxe, Remco Evenepoel, ne remette un petit peu de bazar. 11 coureurs échappent du peloton, dont notre breton Valentin Madouas. L'écart est maîtrisé, le groupe va même se réduire de moitié avant l'attaque d'un premier grand favori. Le format de la course se dévoile. En contrôlant les départs, le peloton laisse Urbano, Gamper, Hernandez, Kochetkov, Magnussen, Townsend, Nitsu et le Mongol Senbayar forment l'échappée de la journée. Julien réalise la première grosse sélection de ces championnats du monde. Ils sont un peu moins de 20 dans le groupe de tête, mais le Français n'en reste pas là. Et à l'attaque du premier, le public est nombreux et transcendé. L'Auvergne a fait donc la différence dans un premier temps à 49 km de l'arrivée. Seul le puncher sprinter italien Sonny Colbrelli arrive à suivre, mais au train, les poursuivants emmenés par les Belges reviennent rapidement. À l'entrée sur le circuit final, ils sont donc 17 à pouvoir remporter le titre mondial, dont 3 Belges, 3 Italiens, mais surtout 3 Français. Florian Sénéchal, Valentin Madouas et Julien Alaphilippe. À moins de 2 tours de l'arrivée, ces deux derniers profitent de la côte la plus difficile du circuit pour lancer une énorme offensive en vain. Julien retente sa chance une 4e fois, puis une 5e. D'une attaque pleine de punch, Alaphilippe fait enfin le trou. Les grandes nations ne réagissent pas d'emblée et ce sont 5 coureurs, dont un Belge, qui sont à la poursuite du champion du monde en titre. Mais comme à l'édition passée, l'entente dans le groupe à la poursuite du Français est loin d'être au beau fixe. Seul le physique du coureur de Koenig peut peut-être lâcher au vu des efforts fournis. Verdict dans la dernière bosse du circuit, celle du pressoir. Nouveau départ à la mi-course. Julien passe avec succès cette étape tant attendue et il devient pour la 2e fois consécutive champion du monde. Un groupe de tête se crée sous son impulsion. Ils sont 11, dont Paules, Polit, Badgioli, Van Barle, Traknik et un tricolore, Valentin Madouas. L'écart est maîtrisé sous la minute. Ce groupe se réduit de moitié avant que certains favoris ne bougent. Attention, Julien qui se découvre et forcément ça va bouger derrière avec Wout van Aert qui va lui emboîter le pas. Une grosse sélection est opérée, les fuyards sont rattrapés. Julien Alaphilippe en profite pour mettre une nouvelle banderille. Van Aert cale, seul Colbrelli suit. Au train,
Les poursuivants reviennent rapidement. La tunique arc-en-ciel va se jouer entre ces 17-là. Tous les cadors sont présents, 3 Belges, 3 Italiens et 3 Français notamment. Thomas Vauclair communique son plan. Les Bleus passent à l'offensive. Attaque de Julien Alaphilippe dans la côte de Saint-Antoine. Un effort en solitaire de 17 km se présente. Le champion du monde sortant est impressionnant. Oh, ça va bien. Je pensais qu'il allait buter, mais pas du tout. Au contraire, il semble accélérer au plus fort de la pente. Irrespirable dernier kilomètre. Julien Alaphilippe, sur ce tracé belge, avait décidé de régner en maître. Il garde sa couronne, il est le premier Français et le 7e de l'histoire à réaliser cet exploit. Ce mondial du centenaire est légendaire. Cette victoire permet aux Français de rentrer dans la légende. Il est le premier tricolore à réaliser l'exploit de conserver sa tunique arc-en-ciel. Même les plus grands comme Eddy Merckx ou encore Bernard Hinault ne l'avaient pas fait. Après récemment le Slovaque Peter Sagan, il est le 7e coureur à réaliser cet exploit historique. Avec ce deuxième titre de champion du monde consécutif, peut-on parler d'Alaphilippe comme le plus grand cycliste français de l'histoire ? C'est une bonne question selon moi Clément, mais je pense que Julien ne peut pas encore rivaliser avec Bernard Hinault. 5 Tours de France à son actif, en plus d'un titre de champion du monde à Sallanches en France, d'un Liège-Bastogne-Liège, d'un Paris-Roubaix. Je pense qu'exploit après exploit, il est en train de monter dans la hiérarchie. Et puis il y en a d'autres, des légendaires cyclistes français, Louison Bobet, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor et autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vu un tel talent côté français depuis des décennies, capable de devenir champion du monde, de remporter des classiques, des monuments, de porter chaque année le maillot jaune du Tour de France. C'est colossal ce qu'il réalise, en plus d'avoir une belle cote de popularité en France. Il fait partie des tout grands, ça c'est une certitude. En termes d'émotion ou encore de course pure, quel titre de Julien est le plus beau ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que les deux titres sont assez différents. Ils se complètent au final. En 2020, c'est l'émotionnel qui a pris le dessus. Cela faisait 23 ans que l'on attendait un successeur à Laurent Brochard. En 2017 et 2018, on est déjà français des grands acteurs de la course. En Norvège, à Bergen, il y a 4 ans, Julien est déjà à quelques kilomètres d'accrocher le Graal, mais bon, il se fait rattraper par un peloton d'affamés à 2 ou 3 km de l'arrivée. S'ensuit l'édition où son compatriote Romain Bardet accroche la 2e place, derrière le mythique coureur espagnol Alejandro Valverde, au terme d'un sprint assez serré. Et donc en 2020, on touche enfin au but, on met fin à cette disette, et donc c'était une saveur particulière. Concernant la course en Italie, tout s'est joué entre guillemets sur une ultime bosse, à un peu moins de 15 km de l'arrivée, ce qui correspond vraiment en plus aux qualités de Julien. Alors qu'en Belgique, les coureurs n'ont pas débranché de la journée. Il faut bien se rendre compte que les Français, pour éviter un sprint final pour Julien, ont lancé des offensives dès le 70e kilomètre sur presque 270, alors qu'habituellement, dans un championnat du monde, on attend des heures et des heures avant de voir de l'action des grandes nations. Et ensuite, il y a eu des groupes avec les pays favoris qui sont sortis à multiples reprises. Les Bleus ne devaient pas se faire surprendre au risque de subir et de ne plus être acteurs dans ce mondial. A noter que Julien s'est en plus découvert très tôt, à presque 60 km de l'arrivée. Il a enchaîné 4 à 5 attaques pour s'imposer. Je trouve que la difficulté du succès du Français rend purement la course d'Alaphilippe encore plus belle qu'en 2020. En plus, le parcours correspondait plus à des profils de punchers-sprinters et pas aux purs punchers comme Julien. Et sinon, le Français a-t-il selon toi déjà bien honoré sa tunique arc-en-ciel ? Plutôt oui. Personnellement, j'ai vu un Julien Alaphilippe offensif dans tous les grands rendez-vous auxquels il a participé, alors que par exemple son prédécesseur danois Mats Pedersen ne l'avait pas fait. Il s'était plutôt caché, il avait plutôt subi ce maillot de champion du monde, alors que Julien il ne s'est jamais caché, il a plutôt bien géré le poids de la portée de ce maillot. Il manque certainement par contre une grande victoire sur un monument, forcément. Il était à 2 doigts de gagner Liège-Bastogne-Liège. À 2 reprises, il était acteur sur le Tour des Flandres, sur Milan-San Remo, mais il n'a pas réussi à conclure.
Après, il a quand même remporté pour la 3e fois la Flèche Wallonne. Il a aussi remporté la première étape du Tour de France à Landerneau. Donc tout n'est pas ajouté, hein, loin de là. Et l'avantage qu'il a cette année, c'est qu'il va forcément mieux appréhender les courses, ne pas faire les mêmes erreurs pour gagner un monument. Ok, merci Joachim. Donc nous avons fini avec Alaphilippe. Donc nous avons appris la carte du Tour de France 2022 nous a été dévoilée ce jeudi midi. Donc Joachim, que peux-tu dire de cette carte ? C'est une très belle, un très beau parcours, hein, du Tour de France cette année, très très copieux, avec déjà un départ à l'étranger, à Copenhague, avec un contre-la-montre d'entrée. Il y a ensuite, on va aller en avion, revenir en France, on va un peu border les frontières avec la Belgique, les monts pavés qui vont être les monts flandriens qui vont être très alléchants sur le papier, très séduisants. Il y aura aussi une arrivée à Walers-Arenberg, le célèbre secteur pavé de Paris-Roubaix, ça va être exceptionnel. Et puis il y aura la terrible ascension de la planche des belles filles. Le 14 juillet, la terrible ascension de l'Alpe d'Huez. C'est vraiment exceptionnel. On sera dans les Pyrénées, ce sera très compliqué. Il y aura lors de la 20e étape un beau contre-la-montre avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est vraiment très très intéressant ce parcours du Tour de France. Et sinon aussi Clément, pour en terminer avec ce podcast, on voulait quand même rendre hommage à Bernard Tapie, qui est décédé il y a 1 semaine et demie à peu près, 1 semaine et demie, 2 semaines, et il est décédé d'un cancer. Il s'est vraiment bien battu contre la maladie, et voilà, il a bien sûr remporté cette Ligue des Champions avec Marseille, mais il faut aussi souligner qu'il a remporté 2 Tours de France en tant que président, avec le Français Bernard Hinault et l'Américain Greg LeMond. C'est un grand monsieur du sport français qui nous a quittés, et il sera jamais le premier, bien évidemment, c'est sûr. Et oui, donc c'est fini pour ce podcast de 300% Sport. Donc merci à toutes et à tous qui nous écoutez en ce moment. Donc toute critique, on le rappelle, est la bienvenue, qu'elle soit positive ou négative, n'hésitez pas. Et donc on se dit à la semaine prochaine pour une émission sur la Ligue des Champions.